Donc nous allons aborder le dossier numéro 2 de la conférence. Donc il s'agit d'une femme de 38 ans qui consulte pour une boule à la joue droite. Entre guillemets, hein, c'est elle qui parle comme ça. J'ai une boule à la joue droite, présente depuis plusieurs mois. Donc quelque chose qui est chronique, qui n'est pas d'apparition brutale et qui est unilatérale, pas des deux côtés. L'évolution est stable selon elle. À l'examen clinique, vous retrouvez une tuméfaction prétragienne, basse, arrondie d'environ 3 cm. Donc la boule, elle est ronde, elle fait 3 cm et elle est prétragienne. Alors le tragus, c'est ici, et donc prétragien bas, ça serait à peu près par là. Hein, d'accord. Prétragien, c'est devant le tragus. Il n'existe pas de signes inflammatoires locaux. Complétez votre examen clinique. Alors déjà, il faut être un petit peu pragmatique. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la joue qui pourrait faire une tuméfaction? Eh bien là, en prétragien, vous avez ce qu'on appelle la parotide. Et là, c'est unilatéral. Donc là, on est devant une boule, donc une tumeur de la parotide. Donc, qu'est-ce que vous recherchez à l'examen clinique? D'abord, l'examen clinique commence par un interrogatoire. Donc là, vous avez vu que l'énoncé, il était assez light, donc il faut aller chercher, puiser un petit peu de nouveaux renseignements. Donc toujours les antécédents médico-chirurgicaux personnels et familiaux, les allergies, les prises médicamenteuses, tabagisme et alcool. La douleur, enfin, est-ce qu'il y a une douleur de cette tuméfaction? Ce n'était pas précisé. L'évolution, bon, elle nous disait que c'était stable, mais il faut toujours avoir la notion d'évolution. Est-ce que ça grossit? Est-ce que ça diminue? Est-ce que c'est rythmé par quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a des poussées inflammatoires? Important à savoir. Est-ce qu'il y a une fluctuation au cours de la journée? Est-ce qu'il y a une altération de l'état général? Je vous rappelle que l'altération de l'état général, c'est anorexie, amaigrissement, asthénie. Donc ça serait plutôt en faveur de quelque chose de malin. Et on recherche des signes fonctionnels associés. Est-ce qu'il y a tout ce qui est un peu local, donc dysphagie, dyspnée, dysphonie? À l'examen physique, déjà, la tuméfaction en elle-même, vous l'examinez. Vous faites le schéma daté signé, la topographie, où se situe-t-elle exactement? L'aspect de cette tuméfaction, sa consistance, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est mobile ou est-ce que c'est adhérent au plan profond? Est-ce que c'est plutôt superficiel, donc proche de la peau, ou est-ce que c'est plutôt profond? Et les limites, est-ce que c'est bien circonscrit ou est-ce que ça va vers au niveau cervical, etc. Donc les limites, toujours. Ça, c'est un petit peu les mots-clés devant n'importe quelle tuméfaction que vous examinez cliniquement. Après, vous devez examiner, donc examen de la parotide contralatérale. On a dit que c'était d'un côté, mais il faut rechercher s'il n'y a pas autre chose de l'autre côté. Vous devez examiner les téguments adjacents, donc regardez est-ce qu'il n'y a pas des lésions cutanées à proximité. Les aires ganglionnaires, ça c'est très important, on recherche des adénopathies, notamment cervicales. Enfin, vous examinez le conduit auditif externe. Alors là, c'est très sioux, mais c'est pour que vous le sachiez, que vous l'ayez vu une fois. Si vous avez un rétrécissement ou une bride tympanale, ça orienterait devant une tumeur de la parotide, en tout cas chez quelqu'un de jeune, vers un kyste branchial du premier arc. Alors, pendant l'embryologie, enfin, au cours de l'embryogénèse, vous pouvez avoir vous avez des arcs qui fusionnent et en cas de mauvaise fusion, etc., vous pouvez avoir des kystes, vous pouvez avoir des fistules, ce genre de choses. Mais ça, c'est plutôt congénital. Mais je suis d'accord, c'est très spécialisé. Mais vous l'aurez vu au moins une fois. Par contre, beaucoup moins spécialisé et que vous devez rechercher absolument devant toute tumeur parotidienne, c'est une paralysie du nerf facial, une paralysie du 7 qui serait plutôt en faveur d'une origine maligne. Vous devez faire toujours en stomato l'examen endobuccal. Alors un examen endobuccal, ça comprend un toucher buccal, ça comprend une inspection et une palpation du sténon. Je vous rappelle que le sténon, c'est le canal salivaire issu de la parotide, qui est une glande salivaire. Vous devez regarder l'aspect, la quantité de la salive, notamment après le massage de la parotide, un peu pour la stimuler, pour qu'il y ait une excrétion salivaire. Et vous regardez toujours les dents dentaires. Hein. L'état dentaire, on est en stomatologie, on regarde les dents. Et vous faites un examen général. Quels sont les signes cliniques évocateurs au pluriel? Donc là, on vous en donne plusieurs, d'une tumeur maligne de la parotide.
Donc ça, c'est du court. Donc une tumeur, si elle est douloureuse, c'est en faveur de la malignité. Si l'évolution est rapide, pareil, c'est en faveur de la malignité, pardon. La paralysie faciale, est-ce qu'il y a une fixation au plan cutané? Donc c'est très adhérent au plan cutané, c'est plutôt en faveur de quelque chose de malin. Une ulcération de votre tuméfaction, donc vraiment une ulcération qui visuellement se voit, hein. S'il y a des adénopathies, notamment cervicales, et si vous avez une altération de l'état général. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Quels sont les 3 examens? Donc là, on vous demande 3 examens. Vous n'en mettez pas 4 ou 5, c'est 3 et uniquement 3. Qui permet la certitude diagnostique. Alors là, il faut être malin, il ne faut pas balancer plein de trucs. Une certitude diagnostique devant une tumeur, c'est toujours l'histologie. Donc vous me parlez d'examens qui vont nous donner une preuve histologique. Donc vous avez la cytoponction. Après, je ne vous demande pas de me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On vous demande juste de les énoncer. Donc vous avez la cytoponction, vous avez la biopsie et vous avez la parotidectomie exploratrice avec examen histologique extemporané. C'est-à-dire que vous allez au bloc opératoire, vous enlevez votre parotide et vous l'envoyez immédiatement dans la patte et vous attendez, vous restez au bloc et vous attendez le résultat par téléphone de l'anatomopathologiste. Lequel de ces examens au singulier préférez-vous et pourquoi? Donc, on préfère la parotidectomie exploratrice en cas de tumeur de la parotide. Alors, les avantages, moi c'est comme ça que je le présenterai. D'abord, ça a une très bonne sensibilité et spécificité, proche de 100%. Et puis, dans le même temps, ça permet le geste thérapeutique. Donc, c'est quand même pratique. Et les inconvénients des autres techniques. Alors, la cytoponction, c'est très aléatoire. Alors, c'est un examen beaucoup moins invasif. Mais d'un autre côté, si c'est négatif, si votre cytoponction est négative, ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas pour autant que vous avez avancé. Si c'est positif, ça vous donne une forte orientation, c'est clair. Mais si c'est négatif, bon, il faut passer il faut passer à la parotidectomie de toute façon. Et puis en plus, c'est opérateur et cytologiste dépendant. La biopsie, on le fait pas pour les tumeurs de la parotide parce qu'il y a un risque de lésion du nerf facial qui passe par là, qui est dans le coin. Donc, il ne faudrait pas risquer de le léser. Et puis, vous avez aussi un risque de dissémination tumorale si vous faites une biopsie et un risque de fistule salivaire. Donc, si vous lésez la glande salivaire, vous avez un risque d'un trajet fistuleux qui se forme jusqu'à la peau ou en endobuccal ou au niveau de la peau avec de la salive qui sort. Quelles sont les classes histologiques des tumeurs parotidiennes en citant quelques exemples? Bon, alors là, c'est plutôt une question courte, mais on pourrait, pourquoi pas, vous la poser dans un contexte, si vous voulez, dans le cadre de l'anatomopathologie. Donc d'abord, il y a les tumeurs épithéliales avec les adénomes. Alors l'adénome, le plus fréquent qu'il faudrait retenir, moi je retiendrai l'adénome pléiomorphe. Vous avez l'adénome simple. Après, vous avez les tumeurs muco-épidermoïdes, vous avez les tumeurs à cellules acineuses et vous avez les carcinomes. Alors les carcinomes adénoïdes kystiques, l'adénocarcinome, carcinome épidermoïde, indifférencié et le carcinome d'un adénome pléiomorphe. Vous avez les tumeurs non épithéliales, donc il faut donner des exemples. L'angiome, qui est une tumeur vasculaire, le lipome, qui est une tumeur graisseuse, qui n'est jamais maligne, le lymphome, une tumeur hématologique, le neurinome, le sarcome, le mélanome, qui est une tumeur cutanée. Quels sont les risques de la parotidectomie? Donc, vous avez un risque de paralysie faciale périphérique par lésion du nerf facial. Vous avez un risque de fistule salivaire, puisque là, on est dans le coin de c'est la glande salivaire. Donc, si vous faites des lésions, des choses comme ça, vous avez un risque que la salive sorte par un nouveau trajet fistuleux. Toujours en chirurgie, il y a un risque d'hématome. Donc, différence entre hématome et échymose. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. Une échymose, c'est un bleu, c'est-à-dire que c'est le bleu que vous avez, c'est une macule, c'est une lésion plane, due à un traumatisme. Alors qu'un hématome, c'est une collection de sang, c'est l'œuf de pigeon si vous voulez. Donc c'est une collection de sang qui se formerait au niveau du site opératoire par une hémostase non satisfaisante par exemple. Vous avez toujours aussi en chirurgie le risque d'infection du site opératoire, mais normalement on se lave les mains. Les cicatrices qui peuvent être donc inesthétiques.
Vous avez le syndrome de Frey, on va revenir dessus, et toujours en chirurgie, les complications de l'anesthésie. Elle revient 5 mois plus tard vous consulter car elle présente des sueurs intenses des tempes lors des repas. Tiens, elle a des sueurs quand elle mange. De quel syndrome s'agit-il? Expliquez la physiopathologie. Donc, il s'agit du syndrome de Lucie Frey, donc syndrome de Frey. Donc, suite à une parotidectomie, vous avez une régénération nerveuse qui se fait, mais de manière complètement aberrante. Et ça se fait en général entre le 4e et le 8e mois post-opératoire. Et donc, les fibres salivaires vont venir va régénérer les portions distales des rameaux nerveux des glandes sudoripares, donc dans le territoire du nerf auriculo-temporal. Donc quand vous mangez, eh ben, vous avez des sueurs au niveau des tempes. Donc en conclusion, il faut savoir que la tumeur unilatérale de la parotide, c'est une situation qui est quand même courante, qu'on retrouve plutôt chez l'adulte jeune. Donc c'est au niveau de la partie haute du cou ou autour de l'oreille, en prétrachien, c'est ça la localisation. La symptomatologie fonctionnelle en général elle est pauvre, souvent c'est indolore. Les douleurs, ça doit vous faire évoquer les tumeurs à cellules acineuses et plus rarement les tumeurs mucoépidermoïdes. En général il n'y a pas de gène et c'est souvent l'entourage qui révèle l'anomalie. L'examen clinique, donc, on a toujours l'interrogatoire avec l'âge, les antécédents, l'évolution, très important. Est-ce qu'il y a des poussées inflammatoires? Est-ce qu'il y a une sensibilité? Et la clinique, c'est toujours pareil, c'est l'aspect, la consistance, la topographie, la mobilité ou pas. Est-ce qu'il y a un caractère profond ou superficiel? Les limites et les prolongements. Il faut toujours examiner la parotide contralatérale devant tout organe double. On examine la partie contralatérale, le territoire cutané, est-ce qu'il y a des cicatrices, mélanomes, angiomes, etc. Le cou, on recherche quoi? Des anénopathies. Le conduit auditif externe, on en a parlé tout à l'heure. Toujours rechercher une paralysie faciale qui signe la malignité. Et les examens paracliniques, alors vraiment, si vous n'avez pas du tout d'éléments d'orientation, vous pouvez faire une radio des poumons, vous pouvez faire un cliché des parties molles. Alors pour la parotide, ce qui est pas mal, c'est maintenant, l'IRM, c'est quand même fait de manière assez fréquente. C'est pas mal aussi de faire une NFS et l'IDR pour éliminer la tuberculose. Après, les examens plutôt spécifiques, mais qui sont à discuter au coup par coup, si vous voulez, qui n'ont pas de valeur diagnostique, puisque le diagnostic il est histologique et il nécessite donc une preuve histologique et donc une parotidectomie exploratrice avec examen extemporané. Donc en tout cas, les examens qu'on pourrait faire, c'est l'échographie qui peut nous indiquer une nature kystique ou pas de la lésion. L'échographie, c'est pas invasif donc, et c'est pas très cher. On peut faire aussi un TDM, surtout dans le bilan des grosses tumeurs et pour voir un petit peu l'extension loco-régionale. Voilà l'intérêt. On peut faire aussi une scintigraphie pour voir s'il y a une nature ou pas sécrétante de la tumeur. Il y a la scialographie aussi qui permet, mais bon c'est rarement fait, ça permet d'évaluer le parenchyme et le système canalaire. Voilà. Donc, ce que j'ai pas noté mais qui est important maintenant aussi, c'est l'IRM. C'est pas invasif, mais ça coûte. C'est pas invasif mais ça coûte cher. C'est pas facile à avoir et ça a une bonne. Ça peut vous donner quand même des informations sur la tumeur. Mais c'est pas pour ça que ça vous fait une certitude diagnostique. Il faudra avoir la preuve histologique de votre tumeur. Donc comme on a vu, la certitude diagnostique elle est permise soit par la cytoponction, soit la biopsie, soit la parotidectomie. Et le mieux, c'est bien sûr la parotidectomie. Donc les items que nous avons abordés, c'est l'item 270 sur pathologie des glandes salivaires.